Bonjour. Nicolas Klein nous a dit tout à l'heure que le doute existait. L'évaluation peut-elle avoir un vrai rôle dans le travail du salarié, un vrai rôle, une vraie utilité pour ajuster une ligne hiérarchique ou encore d'autres fonctions? C'est l'objet de cette table ronde. À l'EDC, on sait bien que le travail ordinaire n'est pas accessible à l'observation directe, tant il y a des ajustements qui se font par les salariés, tant il y a de multiples ajustements. L'ambition d'évaluer le travail effectif est bien démesurée. Ça, nous le savons depuis, depuis de nombreuses années. Et puis finalement, quelles que soient les méthodes, le travail réel, le travail effectif, le travail aussi ressenti, son engagement dans le travail du salarié, est-ce pour autant que nous devrions, comme certains le souhaitent, passer outre l'évaluation? Certainement pas. Tant il est important de donner un retour à celui qui travaille sur l'utilité et la qualité qu'il donne de lui-même et de ce qu'il fait pour l'entreprise. Bref, l'évaluation du travail telle qu'elle est menée dans les entreprises sous ses diverses formes souffre de discrédit, c'est une évidence, et ce discrédit se répand un peu comme une traînée de poudre. C'est étonnant le nombre d'entreprises, et je pense que vous le direz chacun, qui ouvrent des réflexions depuis à peine 2 ans, depuis 18 mois, sur cette question immense de l'évaluation du travail, ou de l'évaluation tout court d'ailleurs. Et peut-être oublie-t-on la deuxième partie de la phrase. Bon, il y a certainement des éléments d'explication, nous laissons ça à la seconde table ronde. Nous, ce qui va nous intéresser pendant 1 heure, c'est à quoi servent les évaluations que l'on fait au travail, voire dans le monde professionnel, quelles sont les fonctions qui lui sont attribuées et pour qui. Alors, Stéphane Roy. Stéphane Roy, c'est un élu CFDT, il est manager, il est carrière counselor, il nous dira exactement, il y fera référence à Accenture. Donc on est là dans la première orientation que nous décrivait Nicolas, l'orientation servicielle. Vous avez à Accenture un dispositif d'évaluation qui vous donne, j'ai l'impression, beaucoup de travail. Donc je ne sais pas bien s'il parle du travail, on va voir ça. En tout cas, vous faites d'énormes efforts de valorisation. Voilà, on verra si c'est une évaluation, la valorisation. Jean-Marc Kieffer. Jean-Marc Kieffer, tu es ingénieur acoustique Renault, élu CFDT. Tu vas nous dire à quoi servent les différentes procédures d'évaluation chez Renault. Secteur industriel, voilà, tu viendras ton intervention après celle de Stéphane. Et donc on verra dans quelle mesure la réalité de l'évaluation fait écho aux orientations que nous avons dégagées de notre enquête. Et puis on va voir que l'évaluation du travail chez Renault, c'est un véritable kaléidoscope. On évalue le métier, on évalue le plan métier, on évalue la performance, on fait des revues du personnel, et il y en a encore d'autres, tu vas nous le dire. Donc vraiment chez Renault, ils n'ont pas désespéré de l'évaluation du travail. Laurent Dumanche, tu es DRH Grand Est, fonction publique territoriale. Dans une période où on s'attache beaucoup à la qualité du service public, tu regrettes peut-être que la performance collective en soit restée justement à une entrée par l'entretien individuel. Donc tu vas nous parler de ça. Je voulais aussi plus particulièrement à toi te poser la question de la démarche qualité, parce que finalement, la démarche qualité pour un service public, c'est juste le sens du travail et le sens de son existence. Thibaut Brière, bonjour. Vous êtes délégué à l'organisation du groupe Hervé et plus particulièrement délégué à la philosophie de l'organisation du groupe Hervé. Voilà. Vous nous direz de quelle manière vous intervenez dans l'entreprise, sans doute, et surtout
et surtout, vous allez nous dire dans quelle mesure cette réflexion sur l'évaluation est une réflexion sur l'organisation de l'entreprise, comme évoquait tout à l'heure Nicolas. Voilà, eh bien, écoutez, nous avons une petite heure. Je vais donner la parole tout d'abord à Stéphane. Il va nous présenter cette évaluation qui est une évaluation qui engage beaucoup les personnes et finalement une évaluation beaucoup de la réputation des personnes. Et pourquoi ? Et à quoi sert-elle ? Je le répète, oui, ça fait 20 ans que je travaille dans cette société de services et de conseils qui s'appelle Accenture. Et donc, à ce titre, j'ai pu donc vivre le processus d'évaluation de la performance en tant que salarié et puis un peu plus tard dans ma carrière en tant que manager et conseiller de carrière. D'accord. Donc, je vais essayer de vous décoder un petit peu les discours à la fois de l'entreprise et puis la réalité qui est parfois un peu plus pragmatique. Donc aujourd'hui, l'évaluation du travail dans mon entreprise, elle est mise en avant, elle est vendue aux salariés en expliquant ou en donnant une vision un petit peu humaniste et comportementale. On leur vend une promesse de réalisation dans l'entreprise. On leur explique qu'en fait, l'évaluation du travail va leur permettre de se réaliser, de libérer leur potentiel et de pouvoir en fait se réaliser au sein de l'entreprise et éventuellement de promouvoir la diversité. La réalité, il me semble, elle est beaucoup plus pragmatique dans l'entreprise. L'évaluation du travail répond, selon moi, surtout à des objectifs économiques, une logique plus court terme qui consiste à engager les salariés dans un modèle et une stratégie d'entreprise qui va lui permettre de réaliser ses objectifs de marge trimestriels, délivrer un retour sur investissement, celui qui a été promis aux investisseurs, et également délivrer la valeur ajoutée qui a été vendue aux clients. Donc un objectif court terme, et également des objectifs plus long terme, gérer les compétences, gérer les talents, la performance, on y reviendra, mais donc en fait identifier et sélectionner les salariés qui, par leur engagement, leur performance individuelle, méritent au sens de l'entreprise, et ça aussi je pense qu'il faudra y revenir, de voir leur rémunération évoluer, et d'être promu éventuellement au grade supérieur. Comme vous vous en doutez, dans une entreprise comme la mienne, tout le monde ne pourra pas être promu au grade supérieur, et donc le processus de sélection, il va être d'autant plus sévère en fait que vous allez grandir au sein de l'organisation. Donc des objectifs court terme, engager les salariés, des objectifs long terme, mieux les sélectionner et ne retenir que ceux qui s'adaptent parfaitement à ce comportement, à ce qu'on attend d'eux, et qui vont être capables de délivrer la promesse de valeur ajoutée qu'on a vendue aux investisseurs et aux clients à moyen et long terme. Alors comment on réalise cette promesse ? En fait, il me semble que l'entreprise a adapté son outil d'évaluation du travail à la population concernée. Et en fait, je peux d'autant plus vous l'expliquer que je fais partie d'une entreprise qui était à la base très modeste. Je suis rentré dans une entreprise qui avait à peu près 500 salariés et qui, 20 ans après, en a à peu près entre 5 et 6 000. Et effectivement, la façon d'évaluer les salariés a évolué en fonction de la taille de l'entreprise, de sa maturité au niveau de son marché, du contexte économique dans lequel elle évolue, et à la fois donc du contexte économique propre à l'entreprise et propre au marché, et également des populations auxquelles ce processus en fait s'applique. Quand je suis rentré dans mon entreprise, c'était une entreprise de petite taille qui avait une très forte croissance. Le contexte économique était assez porteur. C'était le lancement des nouvelles technologies, le début de l'Internet. Et c'était une société qui avait une croissance essentiellement organique, c'est-à-dire qu'elle recrutait des jeunes diplômés, elle les motivait par la rémunération, elle les objectivait sur le futur, une promesse de développement de carrière. Et donc c'était essentiellement une croissance organique. On avait besoin de salariés localement et de les faire grandir au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, tout a changé. On n'est plus dans une forte croissance économique, on est dans un contexte de faible croissance économique.
l'entreprise a atteint une taille critique, elle est mature sur son marché, elle a besoin d'une faible croissance économique locale parce qu'elle utilise majoritairement des ressources à l'étranger, même pour exécuter une mission vendue localement. Et donc on n'a pas forcément besoin des mêmes talents, des mêmes compétences et des mêmes salariés localement pour exécuter une mission aujourd'hui par rapport aux missions qu'on exécutait il y a 20 ans. Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais effectivement, l'outil d'évaluation du travail, il a évolué avec le contexte de l'entreprise et ses caractéristiques propres. Donc effectivement, quand on parlait de croissance organique, quand on recrutait essentiellement que des jeunes diplômés, Bac+5, de grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce, on avait affaire à des populations très motivées, brillantes, et pour pouvoir en fait identifier la performance, ce qu'on appelle la performance, on ne pouvait pas se limiter à la valeur du travail délivré par les salariés. Et donc effectivement, on a introduit une notion supplémentaire qui est le faire savoir. Et effectivement, il y a des enjeux de réputation extrêmement importants dans les entreprises de services comme la mienne, parce qu'il ne suffit pas de savoir bien faire son travail, il est extrêmement important de bien le faire savoir. Parce que si vous n'existez pas au sein de votre organisation, si vous n'êtes pas connu, si vous n'êtes pas reconnu, vous avez beau bien faire votre travail, ce ne sera pas suffisant pour être projeté à long terme dans l'entreprise et pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. Et donc effectivement, quand on a affaire à une population de jeunes diplômés très engagés, le savoir-faire donc introduit des dimensions supplémentaires qui peuvent éventuellement biaiser l'évaluation de la performance. Donc je m'explique. Dans l'ancien système, celui qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était très pertinent pour la taille de l'entreprise, à l'époque qui était petite et qui avait besoin de projeter ses salariés dans le futur, on évaluait la performance passée, donc de façon annuelle. On donnait des objectifs annuels aux salariés et une fois par an, on les recevait en entretien annuel pour faire le point sur sa performance. Et on leur attribuait une note qui allait être ensuite utilisée pour les comparer à leurs pairs dans leur organisation. Donc les pairs d'un salarié dans une organisation, c'est les salariés qui ont le même grade au sein d'une organisation. Et donc, en fonction de l'équation économique à réaliser, c'est-à-dire des objectifs de performance qui étaient annoncés aux investisseurs et au marché, on disposait d'une enveloppe qu'on allait pouvoir en fait répartir sur une population de salariés en utilisant ces notes, en utilisant en fait de façon masquée des mathématiques simples, une courbe de Gauss, qui vous expliquait que vous ne pouviez pas avoir plus de 5% d'une population qui excellait dans son travail et plus de 50% de la population, par exemple, qui soit au-delà d'un travail moyen. Ce qui voulait dire de façon un peu plus claire et directe qu'il ne suffisait pas d'être performant. Si vous étiez malheureusement, si vous aviez la malchance d'être dans une organisation où tous les salariés étaient performants, vous pouviez voir votre note de performance dégradée et voir au final être évalué comme quelqu'un de peu performant. Donc finalement, ce n'est pas vraiment la qualité du travail qu'on évalue, mais c'était la qualité du salarié à évoluer au sein d'une organisation et à gérer sa réputation quelque part, ou son image. Vous vous doutez bien que ce processus de consolidation des notes était un processus complexe qui donnait lieu à beaucoup de discussions, à des arbitrages compliqués, et c'était un processus qui était peu véloce pour l'entreprise, et au final qui gérait beaucoup d'insatisfaction, mais qui a permis d'accompagner la croissance de l'entreprise pendant de nombreuses années, une bonne quinzaine d'années. Aujourd'hui, on pense que le rythme de l'entreprise s'est accéléré et qu'il est beaucoup plus intéressant de s'intéresser au potentiel du salarié et à sa capacité à délivrer la promesse future de l'entreprise plutôt que de regarder le passé. Donc plutôt que de vouloir en fait, une fois par an, rencontrer le salarié pour discuter du passé,
on va chercher à mesurer de façon beaucoup plus fréquente sa performance et son potentiel pour réaliser la promesse et l'équation financière de l'entreprise dans le futur. Et donc, on a introduit un nouveau modèle d'évaluation de la performance qu'on appelle le modèle de réalisation de la performance. Donc, on n'est plus dans la gestion du passé, on est dans le pilotage de la performance future de l'entreprise. Et en fait, pour ce faire, on place le salarié au centre de la relation avec l'entreprise, de façon à pouvoir l'engager de façon beaucoup plus fréquente. Donc pour l'engager de façon beaucoup plus fréquente, on va mettre à sa disposition un portail d'entreprise dans lequel il va pouvoir définir non plus des objectifs, mais des priorités. On introduit par ce biais-là la possibilité de pouvoir adapter ces priorités de façon beaucoup plus fréquente aux besoins d'un projet, éventuellement aux besoins d'une priorité mensuelle, hebdomadaire. Donc on introduit l'idée que le salarié ne doit pas être engagé sur des objectifs annuels, mais beaucoup plus court terme. Et on lui demande de les définir. On lui demande également d'identifier des superviseurs de priorité, qui peuvent être son supérieur hiérarchique direct, son conseiller de carrière ou le responsable de son organisation. Dans l'ancien modèle, quand je vous parlais d'enjeux de réputation, vous vous doutez bien que la note finale qui était attribuée au salarié avait d'autant plus d'importance que la personne qui l'avait attribuée était haut dans la hiérarchie. Donc il y avait une course effrénée par les salariés à aller rechercher l'appui du plus haut gradé dans sa hiérarchie pour que la note attribuée à la performance du salarié soit la plus solide possible dans le processus de consolidation qui s'annonçait et qui était systématique. Il y a un peu une course à la lettre de recommandation quand même. Une course à la lettre de recommandation et effectivement à la réputation, qui d'ailleurs peut biaiser une entreprise et finalement dégrader sa performance. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que ça pousse à la conformité, ça pousse à la rémunération du réseau de connivence, à la conformité, et pas vraiment à la diversité. Donc je pense que les entreprises ont fait un peu le bilan de ce modèle et ont préféré projeter les salariés sur l'avenir. Donc effectivement, on va venir en fait, en réalité, morceler le rôle du manager de proximité et attribuer en fait ce rôle à la fois au manager opérationnel sur un projet, celui qui va être confronté aux salariés de façon quotidienne, à qui on va demander de définir des priorités court terme et d'évaluer la capacité du salarié à réaliser ces priorités court terme. On va également définir un nouveau rôle qui est celui du conseiller de carrière. Le conseiller de carrière, c'est quelqu'un qui supervise entre 5 et 10 salariés et qui va de façon régulière, trimestrielle, venir engager des discussions avec le salarié pour mesurer la réalisation de ses priorités. On appelle ces discussions des discussions porteuses de sens, meaningful conversation, comme s'il était utile de le préciser. Et en fait, effectivement, le career counselor sera le conseiller de carrière sera celui qui sera amené à défendre le salarié auprès du responsable d'organisation, qui sera finalement, à la fin du processus, le seul maître de la décision quant à la part d'enveloppe d'augmentation qu'on décidera d'allouer aux salariés en fonction de l'appréciation subjective de la réalisation de sa performance. Donc, dans ce nouveau processus de réalisation de la performance, on s'intéresse aux compétences, on s'intéresse aux talents, on demande aux salariés de réaliser des enquêtes pour définir leurs points forts, leurs points faibles. Et on s'intéresse également au potentiel du salarié. On leur demande de définir des priorités qui sont personnelles, par exemple développer une certification dans une langue particulière, l'allemand, l'anglais, et également de définir des priorités professionnelles pour mesurer leur bonne compréhension de la stratégie de leur organisation et la stratégie de l'entreprise et pouvoir s'assurer que les salariés à court, moyen et long terme travaillent bien dans la direction de l'entreprise et comprennent bien quelle est la stratégie de leur organisation et la stratégie globale de l'entreprise.
Donc on mesure l'engagement de façon plus fréquente. On va venir même mesurer la vélocité de l'évolution d'un salarié dans son grade. C'est-à-dire qu'on va définir des durées moyennes de passage à des niveaux de rémunération et des durées moyennes de passage au grade supérieur. Et on va évaluer le salarié dans sa dynamique d'évolution au sein de l'entreprise. Donc le passage au niveau de rémunération supérieure ou le passage au grade. Et si jamais vous décrochez par rapport à cette courbe moyenne, malheureusement, vous pouvez ne plus être identifié comme un salarié ayant le potentiel de vous inscrire à moyen long terme dans l'entreprise. Donc ça pose des questions nouvelles aux salariés. Ce n'est pas simplement votre travail immédiat qui va être évalué, mais votre capacité future à pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. Et là, il me semble que quand on positionne le salarié au centre de l'entreprise en lui faisant cette promesse, en lui disant qu'en définissant ses priorités, il va pouvoir se réaliser lui-même, grandir, libérer son potentiel, il me semble qu'il existe une part de mensonge qu'il est important de rappeler, en tout cas ici. Nous, en tant que représentants du personnel, on essaye de la rappeler au niveau de la direction quand on est confronté en fait, aux personnes qui nous exposent ces modèles. Mais je pense que personne n'est dupe dans l'entreprise. Le mensonge, c'est que la performance d'un salarié, elle serait exclusivement liée à sa performance individuelle. Toutes les entreprises qui construisent ces modèles disent clairement que la performance d'un salarié, elle tient autant à sa performance individuelle qu'à la performance de son manager, et notamment au courage managérial, à l'intelligence du manager de positionner les bonnes compétences au bon endroit au bon moment. Il est évident que si on vous place sur un projet pour lequel vous n'avez aucune compétence, vous avez de très grandes chances d'échouer et d'avoir, in fine, une mauvaise évaluation de votre performance. Mais ça ne fait pas pour autant quelqu'un de vous mauvais au sens de votre métier. Mais pourtant, ce sont des choses qui arrivent dans une entreprise comme la mienne. Donc, le premier mensonge, c'est de vouloir gommer le rôle du manager et notamment sa capacité, son courage managérial dans votre relation à l'entreprise. Et son rôle est extrêmement important. C'est lui qui va décider de votre allocation sur un projet ou pas, indépendamment du compétence du salarié. C'est une autre fonction. Et également, on omet de préciser le rôle de l'entreprise, de l'environnement et des conditions de travail dans la réalisation de la performance du salarié. Et il me paraît extrêmement important de rappeler que l'équilibre vie pro-vie perso, les horaires de travail, la capacité, les temps de repos impactent énormément la capacité d'un salarié à pouvoir être performant dans son travail. Donc voilà, ça c'est un petit aparté que je voulais faire. Il me paraît important quand on veut évaluer la performance, de ne pas oublier de considérer toutes les dimensions dans l'entreprise qui peuvent impacter cette performance. J'arrive à la fin un petit peu de ce que je voulais vous dire. Donc effectivement, on décorrèle l'évaluation de la performance et de la rémunération. Comme je vous l'ai expliqué, la personne qui va décider de l'allocation de votre augmentation n'est pas finalement la personne qui va vous évaluer de façon quotidienne. On va placer au centre de cette relation le conseiller de carrière en lui demandant de jouer le rôle un petit peu d'intermédiaire. C'est lui qui va devoir vous vendre ou vous défendre. Qui a un côté un petit peu pervers ou pratique, parce que ça va permettre de pouvoir se dédouaner un peu plus facilement si jamais la promesse vendue n'est pas réalisée. On éclate ainsi les responsabilités managériales, mais au final, c'est bien une logique économique qui va conduire l'entreprise et la capacité de l'entreprise à pouvoir reconnaître la réelle performance et donc sa capacité à pouvoir récompenser ou mieux vous rémunérer et mieux rémunérer la performance au sein de l'entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions éventuelles. Je ne sais pas si on va pouvoir prendre les questions là maintenant, après chaque intervenant, étant donné qu'on n'a vraiment que une heure et que l'idée était vraiment de recueillir, avant un débat qui aura lieu dans la deuxième table ronde, un ensemble de témoignages pour avoir un petit portrait très, très subjectif et partiel, mais un petit portrait de la manière dont se fait l'évaluation et surtout quelles sont les fonctions qui sont demandées à l'évaluation du travail. Ben écoute Stéphane, merci.
on a bien compris que quand même Accenture, c'était un peu la quintessence de cette orientation servicielle qu'a décrit Nicolas. Écoute, je vais tout de suite passer la parole à Jean-Marc Kieffer. Donc Jean-Marc Kieffer, on est dans le secteur productif, Renault, et Jean-Marc va notamment parler, enfin il parle de son poste qui est l'ingénierie. Donc c'est voilà aussi voilà. Là on est dans une approche beaucoup plus hiérarchique, où l'évaluation est centrée sur le poste, mais pour autant se complète par une pléthore, j'ai dit tout à l'heure kaléidoscopique, de types d'évaluation et qui ont chacune une utilité. Et tu vas nous dire pour qui. Oui, bonjour à tous. Donc Jean-Marc Kieffer, donc ça fait à peu près 27 ans que je hante Renault et dans l'ingénierie. Oui, donc l'évaluation chez Renault, elle est quand même elle est assez en rapport avec ce qui a été présenté donc en ouverture de cette conférence. Elle s'oriente selon on va dire trois axes. C'est un petit peu une fusée à 3 étages. Elle s'oriente selon 3 axes principaux. Donc il y a en premier lieu une évaluation, on va dire, de la performance ou des résultats. En second lieu, une évaluation des compétences. Et en troisième lieu, une évaluation du potentiel. Alors, le premier étage de la fusée, donc l'évaluation de la performance. Alors c'est une évaluation qui est faite sur la base de l'entretien individuel, l'entretien de bilan annuel, lui-même établi au vu des objectifs qui ont été définis en début d'année. Et donc cet entretien, au cours de cet entretien, on fait le compte de l'atteinte des objectifs. Il y a eu un certain nombre d'objectifs individuels, d'autres objectifs collectifs qui ont été définis, et puis on fait le compte de ce qui a été atteint, ce qui n'a pas été atteint, le pourcentage d'atteinte d'ailleurs de chacun de ces objectifs. Oui, c'est bon. Et donc, on m'entend là? Oui. Et donc, selon le poste occupé, tout ça c'est bien sûr centré sur le poste. Selon le poste occupé, les objectifs seront pas les mêmes. Donc il va y avoir, pour les gens qui travaillent davantage sur des projets, les objectifs, ça va être par exemple le respect des jalons projets. Donc dans tout projet industriel, il y a un certain nombre de rendez-vous. Auxquels les services opérationnels sont tenus de fournir des réponses, un certain nombre d'éléments d'analyse, etc. Et donc ce que l'on mesure là, c'est en fait le nombre de réponses qui arrivent à l'heure et le nombre de réponses qui arrivent en retard, et qui, quand elles ne sont pas là, oblige à décaler un jalon, et donc c'est le projet qui prend du retard. Voilà. Sinon, il y a d'autres objectifs qui, eux, sont plus liés à une activité, ce qu'on appelle une activité métier, une activité d'innovation. Donc là, ce sont ce qu'on appelle l'avancement du plan métier, le taux d'avancement du plan métier chez nous. Donc là, il s'agit en fait de définir quels sont les axes de recherche ou d'innovation, les nouvelles technologies qu'on va essayer d'introduire dans nos produits, et puis de développer ces nouvelles technologies et de statuer sur leur maturité ou pas. Et donc tout ça c'est également jalonné finalement, et donc on a
également un taux d'avancement qui est défini sur le plan métier par rapport aux questions, à la date auxquelles on remet un rapport qui conclut sur le fait que telle ou telle innovation a de l'avenir ou n'en a pas. Bon, l'important étant là de conclure. C'est pas le fait on n'est pas tenu de faire fonctionner quelque chose. On est tenu de statuer sur sa maturité ou pas. On a aussi, au niveau de l'innovation, il y a aussi des objectifs de nombre de brevets qui sont assignés, nombre de brevets ou de plis d'huissier. Pour l'instant, ça reste des objectifs collectifs, c'est pas encore des objectifs individuels et portatifs, si j'ose dire. Mais donc il y a quand même on challenge les gens au niveau de l'innovation pour déposer également des brevets, quoi. Alors après, il y a d'autres objectifs qui sont, eux, un petit peu plus sujets à caution, en particulier au niveau des services d'exploitation. Donc, il y a des installations, hein, on est sur des sites industriels, il y a des installations. Ces installations, elles tournent, hein. On fait des essais, on fait des mesures. Donc les installations sont censées produire. Et tout comme dans une usine, on a des objectifs de taux de rotation des installations. Et donc ça c'est bien sûr des objectifs collectifs. Mais le problème avec ces objectifs collectifs, c'est qu'on n'a pas toujours les leviers, parce que ce sont la rotation d'une installation, c'est un système à plusieurs entrées, hein. Quand on est donneur d'ordre, qu'on définit les programmes d'essai, on ne maîtrise pas les autres entrées que sont la maintenance du banc d'essai, que sont le fait que le moteur qu'on va passer au banc d'essai arrive à l'heure ou pas, le fait que ce moteur va casser sur le banc ou pas. Voilà, il peut se passer des tas de choses qu'on ne maîtrise pas et qui sont susceptibles d'immobiliser les moyens d'essai et donc de pénaliser les taux de rotation alors qu'on n'a pas la main sur ce qui va permettre de débloquer la situation. D'autres objectifs qui peuvent être assignés aussi aux exploitants des moyens d'essai, c'est un taux de satisfaction de la part des services clients. Hein, donc il y a des enquêtes qui sont faites, donc on demande aux gens s'ils sont satisfaits, s'ils ont eu leur mesure à temps, si le planning d'essai a bien été respecté, si voilà. Donc, si les mesures étaient bonnes, voilà. Bon. Donc, tout ça, ça définit, toutes ces enquêtes permettent de définir un taux de satisfaction de la part des services clients. Alors, le problème sur ces enquêtes qui visent surtout les secteurs d'exploitation, c'est que ces secteurs, ils sont de plus en plus souvent sous-traités. Donc finalement les exploitants n'étant pas de la même entreprise sont liés à Renault, en l'occurrence par un contrat, et donc obéissent strictement aux termes du contrat, qui sont termes du contrat qui sont pas forcément à l'identique des attentes des services clients. Donc quand il y a, quand il y a un hiatus entre les attentes des services clients et l'exécution du contrat, donc les donneurs d'ordre Renault, qui sont les services d'exploitation Renault qui sous-traitent cette activité, eux se retrouvent en porte-à-faux du coup. Hein.
parce qu'ils n'ont pas de moyens d'agir directement sur le sous-traitant. Et en particulier quand il y a des correctifs à faire qui n'ont pas été prévus au contrat, tout de suite sortent des questions budgétaires qui deviennent assez problématiques. Un point important que tu viens de souligner, je pense, que de dire que l'évaluation justement de la qualité n'est pas toujours en ligne avec le dispositif d'évaluation du travail. Et ça, c'est quand même un sacré angle mort que nous avons sur les différents dispositifs d'évaluation. Alors tout à l'heure, Stéphane nous disait, ah mais si, le client est extrêmement important. Et puis on verse dans un système qui est totalement réputationnel. Là, on ne peut pas, puisqu'il y a quand même une pièce à sortir. Mais ce point-là est sans doute un des angles morts qui fait que, en effet, nous devons travailler sur cette question. Oui, donc voilà, on n'a pas toujours tous les leviers qu'il faudrait pour atteindre les objectifs sur la base desquels notre performance est évaluée. Les compétences techniques, alors maintenant. Alors, deuxième axe de l'évaluation chez Renault, c'est la question des compétences techniques managériales. Alors, il y a l'évaluation de la performance, elle débouche sur une évaluation de la maîtrise du poste. Est-ce que les attentes du poste sont remplies? Est-ce que la personne est en apprentissage? Est-ce qu'elle maîtrise son poste? Est-ce qu'elle développe les technologies qu'elle utilise ou les méthodes, ou est-ce qu'elle transforme? Voilà, on a cette gradation dans la maîtrise du poste. Là, c'est une appréciation de la maîtrise du poste. C'est un premier élément dans l'appréciation des compétences, parce que le poste requiert des compétences. Si le poste est maîtrisé, on peut supposer a priori que les compétences nécessaires le sont aussi. C'est individuel ou c'est collectif? Alors, il y a deux choses. Il y a une évaluation, on va dire, des compétences individuelles qui se fait entre le manager et le managé. On se met d'accord, voilà, tu maîtrises ça, oui, alors là par contre, je te sens moins à l'aise, oui mais non, mais si, enfin voilà, il y a une petite négociation là-dessus. Une petite solidarité, non mais c'est intéressant, voilà. Cette solidarité. Et donc finalement, bon, on se met d'accord entre gens de bonne compagnie sur un niveau de maîtrise de telle ou telle compétence. Ça, c'est je dirais, l'aspect évaluation individuelle des compétences. Maintenant, le manager, lui, de son côté, il gère les compétences dans l'équipe. Donc il a, par rapport aux missions de l'équipe, un certain nombre de compétences qui doivent être maîtrisées pour assumer ses missions. Donc, en fonction de ça, donc de la variété des compétences qui doivent être maîtrisées, il faut que dans l'équipe, il y ait... alors ça, c'est le manager qui définit les compétences cibles en fonction des missions qui sont assignées à l'équipe, bien entendu. Et donc, en fonction de ce panel de compétences nécessaires pour assurer les missions de l'équipe, donc il va s'arranger pour que dans l'équipe, il y ait toujours des gens qui maîtrisent chacune de ces compétences nécessaires. Alors, pas une personne, bien sûr, pour pouvoir gérer aussi les absences, les congés, etc. Donc voilà, donc il y a d'une part le besoin, d'autre part les compétences individuelles, on croise tout ça, et puis tout ça, ça sert aussi à définir quelles sont les nécessités en formation
hein. Donc quand il y a des compétences où la compétence repose par exemple sur une seule personne, eh ben, on va essayer en fonction des affinités de certains membres de l'équipe pour telle ou telle activité, eh ben, essayer d'orienter le plan de formation individuel de telle personne vers l'acquisition de telles compétences. Voilà, donc tout ça, ça se gère d'une manière un petit peu matricielle, quoi. D'accord. Donc, il y a un regard là sur le travail et les compétences techniques qui sont nécessaires pour le faire. J'imagine que le manager est lui-même un expert et que ça lui permet Alors, ainsi d'avoir une connaissance du métier. Pas toujours, pas toujours. Voilà, ça c'est hein, un peu le, ça c'est un petit peu la faille et c'est aussi un petit peu la source parfois de tension que des gens de terrain, des opérationnels qui connaissent souvent parfaitement leur boulot, et à faire, soit évalués par des managers qui sont souvent de purs managers et qui viennent d'horizons parfois très différents et qui ne connaissent pas du tout la réalité technique du travail. Donc ça, c'est quelque chose d'assez frustrant, d'assez mal vécu. C'est pas tellement dans le sens où les gens, on va dire, où les gens de terrain que leurs compétences ne sont pas reconnues. Leur manager ne conteste pas en général leurs compétences, mais c'est surtout le fait que les managers ne se rendent pas compte de la réalité concrète du boulot et de la difficulté qu'il y a à faire le travail proprement, comme les gens entendent le faire, quoi. On va essayer parce qu'on arrive à la fin de ton... Donc tu as dit une évaluation de la performance centrée sur le poste, complétée par un plan métier qui permet de l'innovation. Et on intègre, y compris l'échec d'un projet, ça n'oblitère pas une possibilité d'avancement. Une évaluation des compétences techniques, ça tu l'as souligné, en mettant les bémols sur la fonction du manager qui parfois ne connaît pas suffisamment les compétences techniques. Et puis, dernier point, et vraiment on terminera là-dessus, tu as évoqué dans ton introduction l'évaluation du travail. C'était aussi un peu sans doute les comités de carrière, comment est géré justement j'évalue le travail. On parle beaucoup là de l'évaluation du travail présent. Mais alors, l'évaluation du travail futur qui préoccupe tant les services, comment est-ce que vous la prenez en charge ? Oui, alors ça c'est le troisième axe donc, de l'évaluation, c'est l'évaluation du potentiel. Alors bon, par le potentiel, ce qu'on entend par potentiel, c'est la capacité de quelqu'un à occuper un poste de niveau supérieur, de grading, comme on dit, de complexité supérieure. Alors, dans cette évaluation-là, on entre vraiment dans une évaluation qui devient très très subjective, alors, elle s'alimente bien entendu des deux premiers registres, de la performance dans le poste actuel, des compétences, qui parfois dépassent également celle le cadre du poste occupé. Et puis après, on a aussi d'autres critères qui vont entrer en ligne de compte, qui sont des critères beaucoup plus comportementaux, comme par exemple le savoir-être, où on va demander, je ne sais pas si on demande, mais en tout cas, il y a des critères qui s'appelaient critères loyauté, exemplarité. Il y a des choses qui sont un petit peu plus objectives, on va dire. Le feedback, par exemple, le fait de donner un feedback aux managers, pour les managers. Voilà. Mais on a quand même là, sur cet item-là, beaucoup de subjectifs. Et puis, il y a aussi
ce que disait Stéphane tout à l'heure, il y a l'aspect réputation. Hein. Là, il y a la visibilité aussi qui entre en ligne de compte. Combien de gens sont considérés à potentiel par leur manager direct, et puis lors des comités de carrière, donc ça, ce sont des comités qui examinent en fait ce qu'on appelle, nous on a les people review, où on passe donc en revue tous les collaborateurs, enfin les managers défendent ou pas leurs collaborateurs. Donc y assistent des chefs de projet, y assiste la filière expertise, et puis donc les managers. Et souvent les managers vont défendre le fait que telle ou telle personne a du potentiel. Et la réponse, c'est que le directeur qui est là aussi dit non, moi je le connais pas. Voilà, c'est une excellente conclusion. Excellente. Bien, eh bien, Laurent Dumanche, DRH Grand Est, fonction publique territoriale, j'ai envie de vous demander, vous produisez un service public, mais alors vous le produisez comme Accenture ou alors comme Renault? Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à cette question. Non, mais dans quel modèle, tout simplement, dans quelle orientation vous situez-vous? Voilà. Êtes-vous sur une évaluation du travail qui dit, bon, l'essentiel finalement, c'est de se projeter dans le travail du futur et on perd un peu pied par rapport au poste, ou bien êtes-vous encore dans une évaluation du travail, et laquelle ou lesquelles, sans doute, qui est très ancrée dans le poste, avec une hiérarchie importante, et quelles sont éventuellement vos préconisations? Effectivement, je vais vous apporter un éclairage de ce qu'est mon expérience sur la fonction publique territoriale, pas forcément je dirais uniquement de mon poste actuel au sein de la région Grand Est, mais de tout mon parcours, y compris dans le bloc communal, au sein des communes où j'ai eu quelques responsabilités. Donc cet éclairage qui est d'ailleurs intéressant parce qu'on voit, on parle du secteur privé, on va parler un peu du secteur public, et finalement on va se rendre compte que on est avant tout dans des organisations de travail, voilà, qui ont des finalités différentes, mais qui ont quand même d'un côté une finalité de service et de production économique ou de service par ailleurs, et nous effectivement une finalité de service public et de qualité de service public à rendre à l'usager. Donc je pense que c'est à partir de là qu'il faut baser notre réflexion. Alors sur l'éclairage, vous savez, c'est simple, la fonction publique, tout est normé. Voilà. Donc à partir de là, on passe, on commence, le statut de la fonction publique et donc des fonctionnaires n'est pas si vieux que ça, il date de 1946, je le rappelle, avec une notion de notation des agents du service public. Voilà, une notation chiffrée. Vous êtes noté de 1 à 20. Voilà. Alors, ce système, il s'essouffle très rapidement, déjà parce que faut toujours réfléchir au sens et à l'objectif de telle démarche. Mais en fin de compte, un système qui s'essouffle parce que, quelque part, à travers cela, on achète une certaine paix sociale. Voilà. Et puis, du coup, on arrive vite à 20 ou à 19,5 ou à 18. Et quand on s'en rend compte, l'agent, sa carrière n'est pas terminée. On est bloqué. Donc, on trouve des petits subterfuges, on augmente de 0,10, etc. Je peux vous garantir que quand on reculait de 0,10 ou de 0,5, c'était le drame. Voilà, ouais, c'était très grave. Tout simplement parce que je rejoindrai un peu dans aussi ce que je souhaite faire avec vous, c'est vous apporter un peu une réflexion sur tout ça, bien entendu. Mais le système, on va voir que finalement, il a très peu bougé, bien qu'on nous a annoncé une grande révolution. C'est que finalement, il est très fortement indexé, ce système à l'époque de notation, sur un système de carrière. Donc, je vais avancer de grade ou
ou changer de corps à l'État ou de cadre d'emploi dans la fonction publique territoriale à partir et au regard de cette notation. Et puis également, ce qui est venu en ligne de compte progressivement, une part de mon régime indemnitaire, donc de mes primes, voilà, va aussi dépendre de cette notation. Donc vous voyez tout de suite la perversion du système et puis l'inutilité de la chose. Et donc, dans un système très normé, c'est bien entendu principalement le législateur ou le pouvoir réglementaire qui va regarder tout cela. Et puis, il faut attendre 2002 à l'État pour se dire « Ah, peut-être qu'un entretien professionnel aurait un peu plus de sens. » Voilà. Et puis, progressivement, par principe de comparabilité, comme on sait bien faire dans notre pays et dans notre société, on va étendre tout cela à la fonction publique hospitalière et territoriale. Il faudra attendre quand même 2012, alors 2007 pour les expérimentations et 2012-2014 pour la mise en place des entretiens professionnels dans la fonction publique territoriale. Alors on ne va plus noter. On va en faire un entretien professionnel dont l'objectif est tout à fait louable, c'est-à-dire c'est au moins de permettre, et là vous vous rendez compte, la grande révolution, c'est au moins une fois par an d'avoir un échange franc, sincère avec son manager et d'être effectivement évalué et d'évaluer ses capacités, ses compétences et surtout d'évaluer, bien entendu, le service qui est rendu. Une fois par an. Déjà, la première question, c'est l'annualité. En fin de compte, cette révolution, de mon point de vue, annoncée de la notation vers l'entretien professionnel, reste une piètre révolution parce que finalement, on n'a pas changé les fondements. On n'a pas changé les fondements. Pourquoi ? Parce que déjà, un entretien annuel, nettement insuffisant, et ça ne répond plus aujourd'hui à notre actualité, à un monde qui bouge, à une fonction publique qui bouge, qui doit aussi s'adapter et qui doit aussi adapter ses services et ses services publics. Et puis, pas adapté non plus parce que, bien entendu, l'entretien professionnel, ça ne vous échappe pas, reste tout à fait corrélé à l'avancement de grade et également à ce que je disais tout à l'heure, à votre prime d'évaluation. À partir de ce moment-là, le système est vicié, puisque l'évalué, lui, il va venir face à son évaluateur avec en tête, est-ce que je vais avoir un avancement de grade ou une promotion ? 2, est-ce que ma prime d'évaluation, elle va augmenter, rester en l'état, voire diminuer ? Donc, voilà, vous voyez bien qu'on est loin de l'objectif de se dire on va, à travers cet entretien professionnel, avoir des moments privilégiés avec notre N+1, et puis ce N+1 répondre à ce que je pense devoir être aujourd'hui sa mission essentielle, c'est d'accompagner ces agents, de les faire grandir, de les valoriser pour justement les amener à s'investir dans un service public qui doit être de qualité, voilà, et qu'on attend tous comme tel. Et on est loin de tout ça parce que ce carcan d'annualité, ce lien avec la notation, avec la carrière et puis les régimes indemnitaires font que l'objectif, finalement, il n'est pas en tant que tel d'évaluer le travail, mais trop souvent d'acheter une certaine paix sociale. Voilà. Bon, voilà, moi je pense à partir de ce contexte-là qu'il faut regarder, c'est ce que j'essaye d'initier dans les organisations de travail auxquelles je participe, c'est vraiment de positionner ces démarches autour de la reconnaissance. Alors vous savez, c'est culturel aussi, la reconnaissance, quand on parle de la reconnaissance au travail, aujourd'hui, on est beaucoup sur de la reconnaissance financière. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui me pose question, c'est aussi quelle reconnaissance, je dirais, dans une terminologie assez large, de qualité de vie au travail.
c'est aussi important. Quelle reconnaissance de se voir grandir, de se voir valoriser et de participer à quelque chose de collectif. Et ça m'interroge et ça me donne sens avec ce que l'on essaye de regarder et de mettre en œuvre aujourd'hui, tant dans les entreprises privées que dans le public. Un concept qui n'est pas si nouveau que ça, mais qui revient et qui fait l'objet de mise en œuvre, ou tout du moins de réflexion approfondie, c'est l'entreprise libérée. Alors, on va pouvoir dire peut-être l'administration libérée, on a le droit d'en rêver, hein, bien sûr. Voilà. Et puis, moi, j'aime bien lier ça derrière aussi aux questions de management et de management libéré, finalement. Voilà, parce que le manager, il a aussi, je pense, une révolution culturelle à faire pour pouvoir amener son collectif à grandir ensemble pour apporter une efficacité de service public, une performance, parce qu'il n'y a pas de gros mots, y compris dans la fonction publique. La performance, l'efficacité doit être là, parce qu'elle doit être là, parce que derrière, on doit avoir ce service public de qualité. Or, aujourd'hui, dans nos dispositifs d'évaluation et d'entretien professionnel, alors bien entendu, hein, le cadre réglementaire fixe tout. C'est extraordinaire. En gros, il y a 7 thèmes sur un entretien professionnel. Et on fait tout et on met tout dedans. Alors le résultat, après les objectifs qu'on doit atteindre, la manière de servir, la formation professionnelle, etc., pour accompagner bien entendu l'évolution en compétences des agents. Ce qui est très bien. La participation de l'individu, de l'agent au collectif, comment est-elle prise en compte ? C'est toute la question, et c'est vers là que je voulais aller. C'est que, bien entendu, la participation de l'agent au collectif, elle reste finalement, mais pas forcément, et souvent pas, je dirais, versus agent, mais parce que le prisme qu'on lui renvoie est celui-là, l'agent s'éloigne finalement à un moment donné de cette performance, de cette qualité du service public que l'on doit apporter, même s'il en a conscience. Mais au moment de l'évaluation et de l'entretien annuel, on l'a focalisé sur quelle va être ma prime et quel va être mon avancement de grade. Voilà. À travers ça, moi je pense que déjà la périodicité de ces entretiens professionnels sont totalement une aberration. Je pense qu'aujourd'hui, mais c'est aussi le fruit de notre société, de nos organisations, on aime bien faire des réunions qui durent longtemps, des échanges qui durent longtemps, ou dire en entretien professionnel, c'est au moins 1 heure, 1 heure et demie avec son agent. Hein. C'est 1 fois par an. Donc vous vous rendez compte, c'est quand même quelque chose d'important. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger en se disant, mais des rendez-vous un peu plus réguliers, des rendez-vous peut-être un peu plus courts, mais qui permettraient d'accompagner vraiment et de valoriser l'agent, ne serait pas plus productif. Et puis un rendez-vous où on va discuter. Ah, mais vous avez besoin d'être accompagné sur votre compétence. Bon, on va parler de formation professionnelle. On a besoin de discuter justement de votre carrière, etc., de comment vous êtes inscrit dans ce service public que l'on doit rendre. Et on va en discuter à ce moment-là. Et, idem pour le régime indemnitaire. Et puis avoir aussi des moments particuliers qui ne sont pas forcément longs, mais sur, on est là pourquoi, on travaille comment ensemble, et puis comment on devient un maillon de cette chaîne qui, in fine, va produire de la qualité et de la qualité de service public. Et en produisant cette qualité de service public, l'individu que l'on a en face de nous et qu'on évalue, et dont on évalue dans je dirais un environnement de travail global, et lui aussi il s'y retrouve parce qu'il se retrouve valorisé. Voilà, valorisé parce que là justement, je rejoins votre question, il se dit, j'ai apporté au moins cet élément, j'ai été utile pour ce service public, pour ce qu'on me demande, et au regard de la satisfaction que je peux avoir au travail. Et c'est aujourd'hui ça, justement, qu'on n'arrive pas à faire, alors que, on a aussi des moyens qui devraient, et dans l'avenir, et c'est ce que j'essaye d'impulser et souhaiter faire, mais d'impulser des démarches nouvelles d'évaluation et d'entretien professionnel. Et puis on a des outils aussi nouveaux qui nous le permettent. J'ai envie de revenir très rapidement
sur la démarche qualité quand même, l'évaluation qualité. Vous avez des questionnaires de satisfaction. Là, on est dans la simple... Voilà. Comment les intégrez-vous et pouvez-vous, ou alors serait-il envisageable d'intégrer un dialogue, puisque tu as bien insisté sur le rôle de la parole, un dialogue peut-être au niveau d'un service sur les résultats d'un questionnaire de satisfaction. Là, on est fonction publique territoriale. J'avais contacté la fonction publique hospitalière. Il y a plusieurs types. On remplit tous des questionnaires quand on va dans les hôpitaux. On ne peut pas sortir d'ailleurs sans avoir rempli un questionnaire. À quoi sert-il? Deux solutions. Enfin, il n'y a absolument aucune réflexion sur ce questionnaire. Soit il va directement à la RH et ça rentre dans les objectifs de performance. Voilà, premier modèle. Deuxième modèle, le meilleur, mais la personne n'était pas là pour témoigner, donc voilà, c'est ce questionnaire de satisfaction brut est remis au service et fait l'objet d'une discussion sur l'organisation du travail. Bon, ça c'est bien particulier, c'est dans le travail de l'activité de soins. Comment est-ce que ça peut se faire sur une fonction publique territoriale où là on a un service public qui est beaucoup plus loin de la personne et voilà. Il y a des similitudes, effectivement. Enfin, la question centrale, c'est de l'utilité des process qu'on met en place. Un questionnaire satisfaction, effectivement, pourquoi faire? Quelle utilité? Et le lien peut effectivement, notamment dans le concept que je porte à votre réflexion, de rendez-vous plus réguliers avec ses équipes, avec l'agent, et non pas un entretien annuel, peut permettre justement de créer ce lien entre, on peut appeler ça des enquêtes ou des démarches qualité, effectivement, de satisfaction du public, et puis l'amélioration du service public. Je m'explique, bien entendu. Alors, ça pose aussi la question centrale du manager. Eh oui, parce que là, on a quand même le facteur humain qui est quand même là et qui, quels que soient les dispositifs que vous pouvez mettre en place, peuvent être utilisés d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, ces démarches qualité qu'on peut avoir tout à fait dans la fonction publique territoriale sur des notions d'accueil du public ou d'autres services, dans les crèches, dans les écoles, voilà. C'est effectivement l'exploitation de retour de ces démarches d'enquête ou de satisfaction, ou d'ailleurs d'insatisfaction, parce que c'est ça qui est aussi le plus intéressant, mais d'insatisfaction en le regardant sur un côté, je dirais, positif, et puis d'avenir, c'est-à-dire comment on exploite cela en disant effectivement, on peut recouper plusieurs retours ou témoignages. On a eu une faille à tel ou tel endroit. La question, c'est pas de venir ou de chercher qui en est le responsable et de taper dessus, mais c'est plutôt de revoir là où ça s'est passé, les équipes concernées ou l'agent concerné, et de voir comment on peut trouver ensemble des pistes d'amélioration qui, vous savez, quand on est engagé dans un système comme ça et qu'on le prend dès le départ et qu'on en discute dès le départ ensemble, on se sent un petit peu plus engagé pour le faire et pour le mettre en œuvre, plutôt que quand ça nous descend comme ça, paf, dessus. Nous, on est quand même un peu les rois dans la fonction publique par rapport à ça. On a vraiment des choses à faire. Et donc, c'est justement de regarder quelles pistes de progrès on peut apporter, les construire ensemble. Et là, justement, après, on peut évaluer, on peut valoriser, on peut récompenser. Il n'y a pas de gros mots. On peut récompenser financièrement, on peut récompenser sur la carrière, mais on peut aussi récompenser humainement en matière de valorisation de son activité. Donc voilà comment aussi on peut utiliser toutes ces démarches qualité ou ces enquêtes de satisfaction ou d'insatisfaction finalement, parce que c'est ça qui est intéressant. Mais attention, voilà, le manager à ce moment-là a un rôle très très important à jouer et il faut effectivement qu'il s'engage dans cette démarche collective et dans cette démarche constructive et non pas se servir de tel ou tel élément pour faire un retour négatif de ce qui se passe sans apporter de pistes qui va tirer vers le haut tant le service public, l'agent et d'ailleurs le manager lui-même. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi une vraie réflexion et puis un travail à regarder au niveau de tout cela.
Merci. Ce débat-là fait très nettement écho, et en tout cas se prolonge dans un débat qui a lieu actuellement, mais dont on a parlé il y a quelques semaines dans l'éducation nationale, qui est tout simplement l'évaluation de l'enseignant. Doit-elle prendre en compte l'élève et les progrès de l'élève? Ça, c'est un point. Thibaut Brière, vous êtes donc délégué à la philosophie de l'organisation. Vous allez nous dire un peu quand même là, du groupe Hervé. Vous allez présenter quand même le groupe Hervé, parce que c'est une histoire d'entreprise quand même particulière, et c'est une histoire longue. Là, je crois qu'on a parlé d'entreprise libérée. Bon, voilà, il y a quand même une place du manager importante qu'il faut consolider. Mais je crois que dans le groupe Hervé, elle est bien solide. La question ici, ce serait de voir dans quelle mesure cette réflexion sur l'évaluation est une réflexion sur l'organisation de l'entreprise. Et comment est-ce que tout cela s'est tissé, et quelles sont les propositions auxquelles vous avez abouti d'ailleurs, hein. Vous avez un dispositif d'évaluation très particulier dans ce groupe Hervé. Merci Anne-Florence. Alors effectivement, moi je vais vous parler de la manière dont, à partir d'une certaine conception de l'organisation, découle du coup une certaine conception de l'évaluation des collaborateurs. Alors le groupe Hervé, une fiche d'identité très rapide, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous ne connaissent pas. Très rapide. Oui, très rapide, c'est 3000 personnes, ils ont 3 secteurs d'activité, du BTP second œuvre, donc ils sont spécialisés dans l'efficacité énergétique, il y a un pôle industrie, ils conçoivent des coques de bateaux sur les chantiers navals à Saint-Nazaire, et puis un pôle numérique. Voilà, la fiche d'identité est faite. Très rapide, 25 sociétés. Bon. Et le groupe Hervé est parti de l'intuition d'un homme qui s'appelle donc Michel Hervé, qui lui était maire de la ville de Parthenay. Il a été député européen, il avait travaillé au cabinet de Michel Rocard, et sa spécificité était d'avoir une vision politique de l'organisation. Et moi, en tant que philosophe m'intéressant aux entreprises, c'est ce qui m'a intéressé, parce que ça rentrait dans aucune des cases que je connaissais, à la fois en termes de philosophie politique et puis en termes d'organisation managériale que je pouvais connaître par ailleurs. Et lui, il avait été marqué dans son enfance par la manière dont Hannah Arendt avait couvert le procès du criminel nazi Eichmann. Et très tôt, quand il a créé son entreprise en 1972, il a souhaité, de manière assez radicale, ne pas reproduire un type d'organisation dans laquelle un individu puisse se dire « je ne suis pas d'accord avec l'ordre qui m'est donné, avec la directive qui m'est donnée, mais j'ai un contrat de subordination et donc je dois quand même mettre en œuvre, obéir à l'ordre, même si je suis en désaccord ». Alors que dans la vraie vie, dans la vie entrepreneuriale, eh bien, il peut y avoir, et la plupart des situations entrepreneuriales sont les suivantes, c'est-à-dire qu'il y a toujours une spécificité face à un client dans une situation, dans un contexte donné, qui fait qu'il faut surtout ne pas respecter telle ou telle règle que l'on a pu se donner, telle ou telle règle d'entreprise. Donc il a souhaité bâtir un dispositif organisationnel et managérial dans lequel il n'y ait pas d'exécutant. C'était sa visée, son intuition. Et donc à partir de là, qu'a-t-il mis en œuvre, ce monsieur? Eh bien, il a bâti une organisation qu'on peut caractériser de fractale, c'est-à-dire constituée uniquement d'équipes d'une quinzaine de personnes, qui constituent autant de business units. C'est-à-dire que l'ensemble du groupe Hervé peut se représenter sous la forme de la mise en réseau de 190 aujourd'hui, petites PME de 15 personnes, qui fonctionnent vraiment sur le modèle de la PME, c'est-à-dire ils font leur propre recrutement, ils gèrent eux-mêmes les sorties de l'équipe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent à eux-mêmes, chaque collectif, chaque business unit se donne ses propres objectifs, se donne les moyens qu'ils s'allouent, et ils sont très autonomes sur le terrain. Et très tôt, la principale entreprise de ce groupe, qui s'appelle Hervé Thermique, était reconnue dans le secteur comme ayant des salariés, effectivement, que eux, ils appellent des intra-entrepreneurs très autonomes. Intra-entrepreneurs parce que ce qu'ils essayent de stimuler, c'est la dynamique entrepreneuriale, c'est un comportement entrepreneurial au quotidien, c'est-à-dire pas de comportement d'exécutant. J'obéis à un ordre parce que c'est l'ordre, quand même, je ne suis pas d'accord, quand même, je pense qu'il n'est pas pertinent. Et puis intra, parce que en même temps, il y a des contraintes du collectif à prendre en compte. Et donc, ce groupe, chaque collectif de 15, je vous le disais, se donne ses objectifs. Et ensuite, 15 équipes de 15 constituent un territoire. Et l'objectif et la stratégie de ce territoire n'est que l'agrégation et l'harmonisation des stratégies de chacune des 15 équipes. Bon,
Voilà pour la grosse image. Et chacune de ces équipes de 15 se donne donc ses propres objectifs et ils s'évaluent au regard de ce que font les autres équipes. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que la performance sera systématiquement évaluée au regard de la performance des autres. Et ça sera pareil au niveau de l'individu, dont on n'évaluera pas la performance. Lui, je vais y revenir. On n'évalue que la performance collective au niveau de la business unit de 15 personnes, mais toujours en comparaison par rapport à ce que font aux pratiques des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une norme de rentabilité qui serait donnée par le haut. La norme de rentabilité, elle est co-construite par chacune des équipes et ils essayent de voir comment les autres parviennent à vivre, comment les autres parviennent, l'équipe d'à côté parvient à atteindre, à se donner tel objectif et à l'atteindre, alors que moi, dans mon équipe, on n'y parvient pas. Et donc la comparaison va toujours se faire par les pairs et jamais par le pair ou a fortiori par l'expert. Ça, c'est quelque chose qui est très profondément ancré. Et donc, il a cherché à bâtir, du coup, en conséquence, un modèle d'évaluation qui ne soit pas infantilisant, c'est-à-dire sans notation, et uniquement par discussion et comparaison régulière avec des pairs donc de même niveau hiérarchique, par définition. Cette évaluation, si on parle de celle des collaborateurs, et là-dedans je mets à la fois le manager et puis le manager, se fait toujours par un dialogue continu tout au long de l'année. C'est-à-dire que ce qu'il y a de central, du coup, c'est la réunion mensuelle. La réunion mensuelle, c'est véritablement la même fonction un petit peu que l'agora chez les Grecs. C'est le lieu dans lequel se réunissent tous les membres de l'équipe pour prendre toute décision relative à la vie de l'équipe. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des salariés, par exemple des installateurs chauffagistes, ou des plombiers qui sont toute la semaine ou le mois chez des clients, sur des sites. Et donc, c'est le seul endroit, parfois, ils n'ont qu'une réunion mensuelle où ils peuvent tous se retrouver. Et la fonction de cette réunion mensuelle, c'est de faire en sorte, en tout cas c'est le rôle du manager, qui exerce là un rôle de catalyseur d'une prise de décision collective. Bien, le rôle de ce manager consiste à faire en sorte de faire émerger donc, des décisions qui soient les plus collectives possibles grâce en instaurant un climat permettant la plus grande franchise, disons, on va dire, pour dire les choses rapidement, de libérer la parole. Et donc, c'est tout au long de l'année que toutes les questions liées à la vie de l'équipe vont être débattues au cours de cette réunion mensuelle. Et donc, le positionnement d'un tel dans l'équipe, le fait de savoir est-ce que vous trouvez qu'il se sent bien en ce moment, est-ce que je ne sais pas moi, là vous travaillez en équipe, comment se passe la relation, tout ça, ça va se faire par ajustement régulier tout au long de l'année, lors de cette réunion mensuelle, qui est une réunion de management. Ce n'est pas une réunion au cours de laquelle on passe en revue des projets ou des chantiers, c'est une réunion centrée sur les relations interindividuelles, sur ce que pense un tel d'un tel, et ainsi de suite. Donc un dialogue tout au long de l'année, et donc l'organisation, elle va évaluer la performance collective de chaque business unit, mais ce qui va être mis en œuvre, c'est un dispositif, pour ce qui est des individus, un dispositif leur permettant uniquement de mieux se connaître. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce que l'on appelle, nous, non pas un dispositif d'évaluation, mais une auto-évaluation annuelle de chacun, valable à la fois pour le manager et pour les managers. Et le but de cette auto-évaluation, dont le résultat est totalement décorrélé de toute question de rémunération, le but, c'est uniquement de permettre à chacun de mieux se connaître. C'est-à-dire, en fait, de confronter la vision qu'il se fait de lui-même, de son propre travail, de ses qualités ou défauts comportementaux, avec la vision que les autres ont de lui. Alors, ce n'est pas un 360, puisque un 360, lui, c'est pas une évaluation, c'est pas une auto-évaluation, justement, c'est pas fait d'abord pour l'individu lui-même. Et puis, on a peur qu'avec des dispositifs du type 360, ça aboutisse, finalement, ça incite les personnes à rentrer dans des standards, dans des normes, alors que ce qui est privilégié en interne, justement, c'est la force de la diversité, c'est la singularité individuelle. Mais simplement, il faut prendre conscience de sa propre singularité, et le dispositif d'auto-évaluation a pour fonction de faire prendre conscience à l'individu de ce qui le spécifie, de ses forces, de ses faiblesses éventuellement, mais simplement toujours au regard de ce que les autres pensent de lui. Et donc, très concrètement, pour les managers, cette auto-évaluation, le référent, c'est le manager, tous les ans. Il y a donc une auto-évaluation du manager par son manager,
Et simplement, la vision que le manager va renvoyer du travail du manager n'a pour but que de permettre au manager d'affiner son appréciation de lui-même, son propre travail. Mais finalement, cet exercice formel, tous les ans, justement, n'est que formel, puisque finalement, c'est tout au long de l'année que les personnes, lors de réunions mensuelles, que les personnes vont être amenées justement à discuter avec leurs pairs et de leur positionnement, de l'évaluation de leur travail. Voilà, bon, je pourrais éventuellement revenir sur le détail. Et pour le manager, le dispositif est un petit peu est particulier. C'est-à-dire que lui, il a une auto-évaluation dont le référentiel, ce n'est pas son N+1, c'est son équipe de managers, systématiquement. Son référentiel, c'est le manager. C'est-à-dire que ça se traduit par une application que l'on a conçue en interne, dans laquelle le manager répond à une quarantaine de questions, à choix multiples, je dirais. Oui, il y a trois possibilités de réponse à chacune des questions, qui portent pour moitié sur le savoir-faire, pour moitié sur le savoir-être. Et donc, il répond à ce questionnaire. Parallèlement, les membres de son équipe, donc les 15 membres, disons les 14 ou 16 membres de son équipe, répondent au même questionnaire sur le manager. Et ensuite, il y a une réunion de débrief collectif. Une réunion qui est animée par un médiateur qui, lui, est extérieur à l'équipe. Un médiateur qui est un homologue, un pair de celui qui est évalué, donc là, en l'occurrence, du manager, mais d'une autre équipe, d'un autre territoire. C'est son extériorité ici qui est importante. Et ce qui va être important, c'est non pas, ce ne sera jamais en interne, la valeur absolue de savoir s'il est bon, mauvais, s'il fait l'affaire ou pas, c'est de mesurer les écarts entre la vision que le manager a de lui-même et la moyenne anonymisée des réponses qui ont été données par les membres de l'équipe. Ce dispositif d'auto-évaluation a été conçu dans fin des années 70 par le fondateur Michel Hervé et puis quelqu'un qui s'appelait Jacques Bière à l'époque, qui était lui-même un élève de Ivan Illich. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ça ne va pas vers un plus grand conformisme, puisque si l'écart est grand, tout simplement, les conclusions sont naturelles. Si l'écart est grand, les conclusions sont toutes naturelles. Si l'écart est grand, oui, mais, les conclusions sont naturelles, c'est-à-dire que le manager peut être désavoué à terme par son équipe. L'auto-évaluation en conclusion, on le demande un petit peu comme dans l'entretien professionnel de savoir qu'est-ce que les autres ont pensé de lui, qu'est-ce que l'individu a pensé de lui. Mais une fois de plus, là, ce qui va être intéressant, c'est non pas... Enfin, on ne demande pas à l'évalué de rentrer sur... Il n'y a pas un standard préétabli de ce qui serait bien ou de ce qui serait mal. Ça va être effectivement, alors la norme va être fixée par le groupe. Mais effectivement, du coup, vous allez pouvoir avoir une norme, si on veut, mais elle va être co-construite par les membres de l'équipe. Elle n'est pas déterminée par l'organisation qui dirait ce type de comportement c'est bien ou ce type de comportement c'est mal. Ou ce type d'atteinte de résultats ou cette manière de faire c'est bien ou cette manière de faire c'est mal. Mais effectivement, il y a une norme, mais qui est donnée par l'équipe. Donc c'est ça dans notre organisation qui est important. Donc on n'évalue pas tant l'atteinte des objectifs que les personnes se sont donnés à eux-mêmes, mais le respect des tâches liées au poste, pour tout ce qui est des managers, et des grandes lignes comportementales, parce qu'il y a quand même des grandes lignes comportementales, par exemple sur l'humilité, sur, je ne sais pas moi, la résistance par exemple à son manager, la résistance à un client, la capacité à résister, à pouvoir soutenir un point de vue en réunion, du coup est d'autant plus fort que on est obligé à l'argument d'autorité, on s'efforce de substituer l'autorité des arguments, et donc les capacités à soutenir un point de vue en réunion devant ses pairs deviennent d'autant plus importantes. Donc on va évaluer la capacité du salarié à contribuer au collectif notamment et à aider les autres. Ça fera partie effectivement des attendus en termes comportementaux sur lesquels il sera attendu. En revanche, le point de savoir si tel fait preuve d'humilité ou pas, ou tel je trouve qu'il contribue beaucoup ou pas beaucoup au collectif, ça sera laissé à la libre appréciation par définition des pairs, des uns et des autres. Le salarié donc évalue son travail grâce à des indicateurs lui permettant de se comparer. C'est-à-dire que tout au long de l'année, lors de la réunion mensuelle, quel va être le moyen par lequel il va s'évaluer, il y a des indicateurs effectivement individuels lui permettant de savoir, je ne sais pas moi, combien de rendez-vous chez les clients il a fait, combien d'interventions, combien il a de réclamations clients, lui. Et
Et tous les mois sont mis en transparence, effectivement, les indicateurs, si je puis dire, des uns et des autres. Et c'est pareil au niveau de l'équipe pour permettre aux managers de se comparer avec les managers des autres équipes. Et ensuite, c'est l'équipe qui va débattre pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Une équipe peut parfaitement tolérer, effectivement, que les résultats de l'un soient de moins 20% par rapport. Le degré de tolérance est vraiment co-construit et défini par l'équipe elle-même. Il faut savoir que dans cette entreprise, l'actionnariat est exclusivement familial et l'actionnaire ne se verse pas de dividendes, ce qui doit aussi favoriser peut-être un certain type d'organisation. L'auto-évaluation a lieu tous les ans, avec une tolérance à tous les 2 ans, en fonction, par exemple, des anciens salariés. Voilà essentiellement ce dont je voulais vous parler et vous dire essentiellement que l'auto-évaluation avait pour fonction principale de permettre à l'individu de mieux se connaître, mais au regard de la vision des autres. Merci. Une micro-question, une micro-réponse, parce qu'on est déjà en retard. On a vu que l'évaluation du travail, il y avait cette préoccupation tout simplement sur les potentiels et à réfléchir aussi au moment de l'évaluation ce que devait être le travail dans le futur et de mettre en ligne justement ces compétences et l'organisation du travail pour le futur. Est-ce que, et comment, très rapidement, cette inquiétude, ou en tout cas cette préoccupation pour organiser le travail du futur est prise en compte dans le groupe avec ce système que vous avez? Et nous, on part du principe, alors c'est un présupposé fort peut-être, que celui qui sait, c'est celui qui fait, pour reprendre une formule déjà entendue. Celui qui sait, c'est celui qui fait, et donc ce sont les techniciens, ceux qui sont à l'interface entre l'interne de l'organisation et l'extérieur, les clients, pour lesquels l'organisation est faite, qui sont les mieux à même de sentir les petites inflexions qui vont dans tel ou tel sens, plutôt que des personnes qui seraient au siège et pour une part forcément un peu éloignées des réalités du terrain. Et donc c'est pour ça que l'organisation se développe uniquement par capillarité, par petites, en fonction un peu par opportunité, en fonction de la rencontre, d'aspiration de l'interne, des équipes de 15, et d'opportunités de marché externes. Et on ne va pas se dire effectivement tout à coup, tiens, on veut aller à l'international, ou il ne va pas y avoir de décision stratégique qui sera prise de ce type. Très bien, merci. C'était